Binge Audio. Chers auditeuristes, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à C'est quoi l'amour maîtresse, cette série documentaire où Lolita Rivet, professeure des écoles de CE1, montre comment une éducation relationnelle, sexuelle et émotionnelle de qualité pourrait changer profondément nos vies et la société, mais aussi les obstacles qui l'empêchent entre rumeurs, tabous et blocages idéologiques qui n'ont pas l'air de s'arranger. Depuis la diffusion de ce documentaire, sur le terrain, dans les écoles, collèges et lycées français, rien ne semble bouger, alors que les solutions existent pour appliquer cette loi qui rend obligatoire cette fameuse éducation affective, relationnelle et sexuelle à raison de 3 séances par an et par niveau. En novembre 2023, une dizaine d'associations, dont le Planning Familial, SIDAction ou En Avant Toutes, ont d'ailleurs rendu un livre blanc avec une 40aine de recommandations. On vous met le lien dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio. Vous nous avez aussi posé plein de questions sur cette série documentaire. Comment l'autrice Lolita Rivet en a-t-elle eu l'idée ? Comment a-t-elle enquêté et travaillé avec les élèves ? Comment se sont faits les choix sonores, la réalisation ? Eh bien, vous trouverez quelques réponses dans cette discussion qu'on a enregistrée avec toute l'équipe lors d'une avant-première au Festival du film féministe des Lilas, dans le 93, en octobre 2023. Vous entendrez Lolita Rivet, l'autrice, Paul Berthiaud, le réalisateur, et Naomi Titi, la productrice qui anime la discussion, ainsi que 2 petites personnes d'une grande importance, Arthur et Edith, élèves de la classe de CE1 de Lolita. Bonne écoute et courage à nous tous, à nous toutes, qui chacune, à notre niveau, luttons pour qu'une éducation antisexiste et émancipatrice existe pour qu'enfin cessent les violences. Du coup, C'est quoi l'amour maîtresse ? C'est une série documentaire en 5 épisodes. Ce soir, on est le 12 octobre 2023. Et à Binge Audio, on a commencé la production de cette série en avril 2023. Mais toi, Lolita, il me semble que ça fait longtemps que tu matures ce projet. Comment tes élèves de CE1 ont réagi quand tu leur as proposé de faire une séance d'éducation, enfin plusieurs séances d'éducation à la sexualité, et quand ils ont appris qu'ils allaient être dans le podcast aussi ? Il faudrait peut-être que je passe le micro à Edith. Ils n'ont pas trop compris, je pense, en fait. Déjà, je leur ai dit qu'on allait faire des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ils m'ont fait « Qu'est-ce que c'est ? De quoi vous allez nous parler ?» Donc, c'était pas forcément hyper clair, mais parce que c'est pas quelque chose de très connu et répandu. Et voilà, je pense que si on leur en avait parlé, enfin, si on avait expliqué ce terme, ce que ça veut dire, etc., ce que ça implique, ça aurait été beaucoup plus clair pour eux. Donc c'était un peu l'inconnu, un peu mystérieux au début. Puis très vite, ils ont compris qu'on parlait de choses bizarres. Est-ce qu'Edith, tu veux dire ? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi, j'ai bien réagi. J'ai pas trouvé que c'était bizarre. Et... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... C'est là qu'on voit que les éducations sont très différentes. Et donc, j'avais des élèves comme Arthur et Edith qui étaient quand même très familiers de ces sujets-là, qui connaissaient plein de choses, qui en parlaient sûrement beaucoup en famille, et d'autres enfants pour qui c'était vraiment terre inconnue totalement. Et donc, il y a eu beaucoup de débats entre vous, même à ce niveau-là. Victoire, c'est toi qui as dirigé ce projet documentaire avec Lolita pour qu'il soit diffusé dans le Cœur sur la table que tu as créé en 2021. Qu'est-ce qui t'a convaincu de proposer ce documentaire à la rédaction de Binge Audio et pourquoi tu penses que cette série a toute sa place dans le Cœur sur la table ? Parce que, en fait, dans le renouveau du mouvement féministe, donc cette nouvelle vague qui a démarré autour de MeToo, dans cette séquence qu'on peut appeler le tournant génital du féminisme, pour reprendre l'expression de la philosophe Camille Frado-Métry. En fait, la solution qui revenait tout le temps comme mesure, c'était mais pourquoi ? Enfin, il faut des séances d'éducation à la vie sexuelle, affective à l'école. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Enfin, c'est complètement incroyable qu'on ait des adultes comme ça partout qui sont complètement aux fraises concernant ce que c'est une agression sexuelle, le harcèlement sexuel, en particulier sur les violences sexuelles, qui étaient vraiment pas du tout éduqués. La méconnaissance du corps qui est encore énorme. Et donc, ce qui arrivait souvent dans les discussions féministes à la fin, c'était que faire ? Et la réponse est toujours des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. D'accord, mais en fait, c'est normalement obligatoire. Pourquoi c'est pas fait, etc. Donc voilà, ça revenait sans arrêt. Il se trouve que Lolita Rivet est professeure en CE1. C'est aussi l'une de mes meilleures amies depuis fort longtemps. Et en fait, c'est des sujets... C'est pour ça qu'elle m'a prise. Non, justement, j'étais encore plus dure. J'étais très méfiante. Non, pas méfiante, mais bon, ça pose... Voilà, il fallait faire attention. Aussi, donc, à être encore très exigeante et tout ça.
Et ce que je veux dire, c'est qu'on est très amis et on discute de ces sujets depuis fort longtemps. Quand tu es devenu prof, bon voilà, tu te posais 12 000 questions et tu as appris ce métier. Et puis ça revenait, quoi, tout ce que tu racontes dans le documentaire, en fait. Donc voilà, je sais plus très bien comment ce projet est né, mais c'est toi qui... Ouais. Oui, moi je me souviens. Toi, tu te souviens ouais. Enfin, c'est vrai qu'en fait, au moment je me souviens surtout que moi, ce qui m'avait marqué en commençant l'enseignement, c'est vraiment la méconnaissance des enfants sur ces sujets-là, mais aussi la violence des rapports entre enfants, enfin qu'on a tous et toutes vécu en fait, mais je pense qu'on oublie un peu en grandissant. Et là, j'étais hyper marquée par le fait qu'on leur en parlait jamais de pourquoi cette violence elle était pas normale, pourquoi cette violence elle était inquiétante, pourquoi elle était grave, pourquoi dire des insultes homophobes c'était beaucoup plus grave que dire sale con, désolé. Et donc voilà. C'est jamais gros. Ou cacaboudin. Ou cacaboudin, voilà. Mais donc, moi, je me suis dit, ouais, c'est fou. On n'a jamais dit à ces enfants qu'une insulte homophobe, c'était grave parce que c'était homophobe. Et c'est quoi l'homophobie? Et pourquoi ça existe l'homophobie? Voilà, tous ces trucs-là. Et surtout, j'ai été assez surprise par la réaction des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont super contents qu'on leur explique pourquoi... Bon, je peux pas dire de gros mots, du coup. Mais pourquoi ces gros mots-là, c'est grave et c'est pas des gros mots anodins. Et c'est pas des insultes anodines. Et du coup, ça a eu très vite beaucoup de l'effet sur mes élèves, et du coup j'ai commencé à en faire beaucoup, et je t'en ai parlé parce que j'étais hyper enthousiaste. Oh là là, j'aurais parlé de ça, c'était super, on a eu une grosse discussion, et c'est Victoire qui a commencé à me dire, mais faut que tu les enregistres en fait, faut qu'on les entende. C'est vrai je suis frappée par le fait qu'on entend rarement les enfants dans les documentaires, et qu'on parle beaucoup d'eux et on les entend pas beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous deux qui êtes sur scène, à intervenir à n'importe quel moment. Vous pouvez prendre la parole, pas de problème. Et voilà. Et aussi, un tel sujet n'avait pas été traité. Et ça a sa place dans Le Cœur sur la table, parce que dans Le Cœur, on se demande, c'est un canal de diffusion où on peut écouter des pensées, des idées, des pratiques sur comment est-ce qu'on peut essayer de construire un monde où des relations sereines, vivables, égalitaires, heureuses, joyeuses sont possibles. Mais ça en fait clairement partie. Et Naomi Titi, avec qui on a beaucoup travaillé dès le début, sur Le Cœur sur la table, la question qui nous motivait, c'était vu qu'en fait on va pas voir l'effondrement du patriarcat ni de tous les systèmes de domination avant notre mort, on va mourir avant, est-ce qu'on peut quand même lutter pour ce monde-là qu'on souhaite voir advenir, et comment est-ce qu'on vit des vies heureuses malgré tout? Et ça, c'est une des façons d'y répondre. Et ça me paraissait aussi vraiment très important, et j'avais toute confiance en toi parce que tu es journaliste, Lolita, de faire un travail aussi journalistique, c'est-à-dire sincère, de se poser vraiment des questions, d'aller voir les opposants à l'éducation, à la vie affective et sexuelle, de retracer l'histoire, de se poser sincèrement la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas partout cette éducation, quoi. Voilà. Donc toi, Lolita, une fois que tu t'es lancée avec tes élèves dans ces séances, tu as aussi fait beaucoup d'interviews avec des expertes, des experts, tu as fait plein de recherches, et après, il a fallu tout composer pour écrire. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment tu t'y es prise pour te retrouver dans tout ça? C'est quoi ta méthode? Par quoi tu as commencé pour tisser toutes ces sources sonores et en faire ce qu'on vient d'entendre? En fait, j'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire j'ai commencé les séances avec mes élèves en mars jusqu'en juin, et j'ai commencé les interviews à peu près au même moment. Et donc c'est vrai que mes premières interviews sont un peu moins bonnes que mes dernières, parce qu'au début je savais pas trop où j'allais, donc je faisais des interviews avec des gens, je leur posais 1000 questions sur tous les sujets, qu'est-ce que vous pensez de ça. Et donc c'était un peu large, et en fait plus j'avançais dans les séances avec vous, et plus je savais où j'allais, plus je comprenais où moi je bloquais, où c'était compliqué pour moi, et plus j'avançais dans mon enquête journalistique sur l'éducation à la sexualité, plus je savais où emmener mes invités, et surtout à quoi je voulais qu'ils me répondent. Donc on entend beaucoup Élise Devielle qui est parmi nous ce soir, donc merci beaucoup, et qui a un grand talent pour... bravo. Un grand talent pour vulgariser des choses assez complexes et voilà, et mettre des mots assez simples sur pourquoi ça bloque, sur ce qui se passe en France. Et donc Élise m'a beaucoup aidée à avancer là-dedans, c'est-à-dire où ça bloque au niveau de l'éducation nationale, au niveau des gens, au niveau culturel, au niveau politique. Donc c'était pour moi les vraies grandes questions. C'est pas juste on le fait pas parce que c'est compliqué, on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. Enfin, les profs sont pas formés.
c'est quand même un gros truc. Voilà, on demande à des profs de faire un enseignement auquel on les a jamais formés. C'est comme si on vous demandait demain d'enseigner de la physique quantique. Allez-y, go. Pourquoi vous le faites pas en fait? Donc c'est pas une question, c'est beaucoup moins compliqué évidemment. Mais en tout cas, ça touche tellement de choses. Ça touche de l'affect, ça touche notre histoire à tous et toutes. Ça touche à des sujets qui sont quand même sensibles et qui sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que là, je peux un peu donner l'impression, c'est pas compliqué. On dit vulve et pénis à des enfants, ils répètent et puis voilà, ils ont compris. Non, c'est quand même, c'est pas juste ça. C'est évidemment, moi, je me suis posé 1000 questions sur comment leur présenter ça, quels mots leur dire, quels mots pas leur dire. Quel sujet les intéresse, quel sujet c'est trop tôt pour eux. Donc c'est hyper sensible parce que c'est aussi très intime. Je pense qu'on a bien vu un peu tout ton cheminement pensé. Après ça, du coup, tu nous rends un script, un conducteur. On vous épargne les nombreuses étapes d'aller-retour sur la moindre virgule et la moindre respiration. Ça veut dire que tu joues un grand rôle dans ces nombreux retours sur les moindres virgules et les moindres respirations. Il manque 2 secondes ici de silence. On rigole, mais en fait, Naomi Titi, qui est productrice, a pas vu. J'ai regardé dans son interview, t'as pas mis de questions pour toi pour expliquer ce que toi tu fais. Tu pas m'auto-poser de questions, voilà. C'est vrai. Naomi Titi, sans elle, il peut pas y avoir de podcast documentaire non plus, parce que en fait, il faut quelqu'un qui ait du recul, qui soit patiente, super minutieuse, super rigoureuse, qui vérifie tout, qui donne des idées, qui organise le planning. Tout ça, c'est un gros travail en fait de faire un documentaire. Et donc, ça peut impliquer, en fait, t'es là dès le début pour discuter des sujets, pour discuter avec toi, parce que je tiens à redire que c'est pas c'est vraiment une enquête que t'as faite où tu t'es vraiment posé des questions. En fait, tu connaissais pas les réponses avant de démarrer, donc on te suit là-dedans. Donc nous, on a beaucoup discuté avec toi de ça. Et ensuite, il y a tous les aspects de logistique, d'organisation, de conseil, et puis toute cette étape d'écoute et de réécoute. Chaque épisode a été écouté un nombre incalculable de fois, des dizaines de fois. Plus à la voilà. Je l'entendais dire toutes les répliques derrière moi. Je le connais par cœur. Voilà, et de mettre tout ça en œuvre, quoi. Voilà, et notamment sur la réalisation sonore, parce que c'est tout un travail de montage, de choix, d'illustration. Il y a plein de versions qui existent, et on avait à cœur que ce soit le plus clair, compréhensible, accessible, et que ça respecte vraiment la parole de toutes les personnes qui ont été interrogées, y compris celle des enfants. Et du coup, une fois que l'épisode est écrit, on passe en studio pour enregistrer les micros. Et après, c'est à toi de te mettre à l'ouvrage, Paul. Comment t'as fait, toi, une fois que t'as été avec toutes ces matières que Lolita avait montées? Comment tu t'y es pris pour trouver la tonalité de l'habillage sonore? Est-ce que tu as travaillé avec des mots-clés? Est-ce que tu as gardé en tête des écueils à éviter? Est-ce que tu as suivi des inspirations particulières? Comment tu as travaillé? Déjà, Lolita avait fait un gros boulot dans son script, dans lequel elle avait écrit un peu déjà les endroits, les sections où on aurait des enfants qui parlent, avait déjà choisi les extraits qui seraient les plus justes. Donc il y avait déjà la lecture de ce script, on pouvait sentir déjà qu'il y avait une écriture qui était faite pour le son, et ça vraiment, c'était agréable de travailler là-dessus. Ensuite, c'est vrai que quand on a écouté tous les rushs, il y a énormément de plans sonores. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça permet de beaucoup dynamiser le podcast. C'est-à-dire qu'on a des enregistrements d'enfants au téléphone tout près. On les entend qui touchent le téléphone. Ça rend le truc très vivant, quoi. Et c'est des choses qu'on a rarement. Découvrir un peu tous ces plans sonores. Et puis, on est venu enregistrer à l'école. Et donc, en venant à l'école, on redécouvre l'école primaire. Et puis, ça fait penser à plein de choses, ça évoque plein de souvenirs, et finalement ça n'avait pas tant changé que ça. Donc on retrouve des cartables, des trousses, des Tipex qui font plein d'éléments avec lesquels on peut jouer dans le podcast. Et donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir faire ça. J'ai essayé de me limiter dans le nombre de sonneries qu'on utilise, parce que c'est facile pour rythmer le podcast, les sonneries dans les écoles. C'était assez chouette de pouvoir venir sur place, de rencontrer les élèves. On s'est rencontrés, on a enregistré une chanson que vous n'avez pas encore entendue ce soir, mais qui sera dans les prochains épisodes. C'est vraiment, vous allez adorer. Rien que pour ça, il faut vraiment écouter la suite. Et puis pour tout le reste, bien sûr. Donc voilà. Lolita, ton documentaire a cette particularité, comme l'a dit Victoire, de beaucoup laisser la parole aux enfants, ce qui est assez différent de ce qu'on entend dans des documentaires habituellement. Qu'est-ce que tu t'es posé comme question éthique à l'enregistrement, mais aussi au montage? Est-ce que tu as été confronté à des dilemmes que tu as dû vraiment tourner dans ta tête pour être sûr d'être au plus juste? Oui, parce que c'est vrai que c'est pas un documentaire qui est destiné aux enfants.
Mais ce qui donne la parole aux enfants, il y avait quand même cette ambiguïté de je voulais respecter leurs paroles. Je voulais rien mettre dans le podcast qui puisse les mettre mal à l'aise. Et j'ai même pensé à eux en grandissant. Je me suis dit, en grandissant, peut-être que ce podcast, on sait pas, et qu'il sera écouté plus tard. Et je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui puisse se retourner contre eux, où on se dise, ah, mais c'est toi qui as dit ça. Donc je voulais vraiment que ce soit jamais gênant pour eux, ou que ça puisse leur porter préjudice, en fait, tout simplement. Donc ça a fait pas mal de tri. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup on entend rarement vos prénoms. On entend vos voix, vous reconnaissez, je pense que vos familles vous reconnaissent, mais j'ai enlevé tous les prénoms, souvent, pour que ce soit quand même anonyme et puis que vous puissiez toujours dire plus tard, non, pas du tout, c'est pas moi, je vois pas ce que tu parles. Donc voilà, ça j'ai enlevé au maximum. Après, ce qui m'intéressait, c'était quand même leurs paroles. Et moi, c'est vrai qu'à l'écriture et à l'écoute de ce documentaire, je trouvais que je parlais tout le temps. Je me saoulais, je m'entendais tout le temps. J'étais là, en fait, tout ce qui est intéressant, je trouvais, c'était de vous entendre vous, d'entendre ce que vous racontiez, d'entendre votre fraîcheur, votre intelligence, votre vivacité sur tous ces sujets-là. Et puis ce que je racontais moi, fallait bien que je fasse le lien et que je montre que j'avais bossé, que j'avais fait des trucs. Donc je raconte et j'essaie de créer du lien. Mais je trouve qu'en effet, on n'entend pas du tout assez la parole des enfants. Après, ça s'explique. C'est aussi très compliqué d'avoir des paroles d'enfants. Il faut les autorisations des 2 parents. Il faut que eux comprennent un petit peu de quoi il s'agit et qu'ils aient envie. Voilà. Mais c'est toujours des paroles hyper riches parce qu'elles sont un peu brutes, voilà, elles sont pas encore entachées de tous ces tabous, de tous ces blocages. Et c'est vrai que vous pourrez peut-être nous dire, Arthur et Edith, comment vous avez vécu la présence du micro dans la salle. Est-ce que c'était impressionnant? Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise? Est-ce que vous l'avez oublié très vite? Tu veux nous dire, Arthur, ou pas? Ouais. Au début, c'était bizarre, c'était différent, étrange, pas normal. Mais après, je me suis habituée, donc je me suis sentie à l'aise. Moi, au début, c'était bizarre d'avoir un micro. Et puis après, je me suis habituée. Bon, en fait, très vite, ils se sont habitués. Au début, ils ont regardé, ils ont touché 2-3 boutons. C'est quoi? Ça fait quoi? Ça sert à quoi? Vous avez entendu, non, ce que ça faisait quand on parle dans un micro avec le casque et la machine? J'avais pas de casque, donc je l'aurais pas trop fait écouter. Non, j'étais pas très bien équipée. Je sais pas. Non, et en fait, ils l'ont très vite oublié, le micro, finalement. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ont très vite pris le pli. Ils attendaient d'avoir le micro pour parler, donc c'était super. Donc je leur dis, attends, j'amène le micro. Et donc, je leur donnais la parole comme ça. Donc ça permettait aussi une parole plus fluide et plus organisée. Et je pense que ça a été assez bénéfique aussi dans la prise de parole, parce que le tout, c'était pas juste de faire un documentaire, c'était aussi qu'ils apprennent des choses, qu'ils acquièrent des compétences. On appelle ça des compétences à l'école. Donc la prise de parole, l'argumentation, le fait de pouvoir débattre, de réinvestir aussi des choses qu'on avait vues aux précédentes séances pour les réutiliser. Donc non, ils sont très très flexibles, en fait, les enfants, c'est ça qui est génial. Ils s'habituent à plein de choses et donc ça les a pas dérangés. Enfin, j'ai pas remarqué. Bonsoir, merci beaucoup pour ce documentaire. J'avais une question pour les enfants. La formation que vous avez eue, elle date maintenant de quelques mois. Est-ce que, par exemple, cet été, vous avez eu des copains, des copines à qui vous avez eu l'occasion de raconter ce que vous avez appris ou qui vous ont posé des questions? Est-ce que vous avez vous-même transmis ce que vous avez appris? Non, pas vraiment. Je sais pas s'ils l'ont vécu comme une transmission de savoir vraiment, en fait. Je pense qu'ils l'ont plus vécu comme on discute, on papote, je leur donne des petites infos, ils prennent ou ils prennent pas. Mais je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont conscientisé comme j'ai appris ça, il faut que j'explique aux autres. Par contre, je sais que quand on commençait à lancer des débats avec des enfants, on savait beaucoup plus que d'autres, ils étaient là pour raconter aux autres. Mais moi, je sais, ça se passe comme ça, c'est ça qu'il faut faire, nanana. Donc, ils sont quand même naturellement dans cette transmission aussi et dans cette discussion. Moi, j'ai trouvé ça... je m'attendais vraiment pas du tout à qu'il y ait des podcasts
J'étais vraiment pas du tout à l'aise au début. Merci Arthur. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est la difficulté de leur faire comprendre ce que ça va être. Sachant que moi, je ne savais pas forcément au début ce que ça allait être, voilà. Et puis de leur faire comprendre à eux que, non, je leur disais, vous savez, des gens vont entendre vos voix. Mais ils disaient, mais alors ils vont nous voir. Je leur disais, non, ils vont pas vous voir, ils vont juste entendre vos voix. Mais il nous fallait que je leur explique que c'était aussi des gens qu'ils connaissaient pas, mais qu'ils allaient pas forcément les reconnaître parce qu'ils les connaissent pas. Donc c'est sûr que c'est aussi la difficulté de faire participer des enfants, c'est que à quel point ils peuvent consentir à quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Et donc ça mettait aussi dans une position où je passais mon temps à leur expliquer, mais vous savez que vous allez... Donc j'avais à la fois envie qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent pour justement être conscients, et en même temps j'avais envie qu'ils soient hyper naturels et frais et spontanés. Donc je voulais pas tout le temps leur dire t'es sûr que tu veux que la France entière écoute ça. Donc voilà, j'étais entre ces deux postures, et Arthur le dit très bien, c'est dur mais moi-même je pense nous tous de savoir ce que ça va devenir en fait, ce truc qu'on commence dans une classe entre quatre portes entre nous, et qui d'un coup sort et tout le monde l'entend. Voilà. Quatre portes, ouais, quatre murs, ouais. Il n'y a que 3 portes, elle a raison, Edith. Déjà, merci beaucoup pour l'initiative. J'avais plusieurs questions. Donc là, c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant. Qu'est-ce que ça a donné comme recul vis-à-vis de vos collègues ou des parents ? Est-ce que ça a fait des petits ou des choses comme ça ? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur... La réception, vous voulez dire Qu'est-ce qui se passe derrière, en fait ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire la même chose ? Est-ce que vous avez ajusté d'une certaine façon des choses qu'il ne faut vraiment pas faire ? Ou au contraire, plutôt appuyer ? En fait, moi, je suis arrivée l'an dernier dans mon école. Donc, j'ai pas énormément de recul. Mais oui, en fait, ça intéresse et ça interpelle tout le monde, les collègues, la direction. Ça interpelle tout le monde parce que ça intéresse tout le monde, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de profs qui auraient bien envie d'en faire, et ils se disent ah ouais, mais en fait c'est pas bête, en fait c'est pas bête, ouais, faudrait le faire. C'est là que ça commence, c'est waouh, ok, par où on commence, comment on le fait. Du coup, faut préparer un truc qui n'existe pas, parce qu'il faut savoir quand même que pour toutes les autres matières, les profs sont formés, il y a plein de manuels, il y a plein de matériaux, internet, c'est génial. Donc on arrive à bien faire notre métier parce qu'on sait où on va. Et c'est vrai que quand on se dit ok, je suis proche, je vais commencer à faire ça, et on ne sait pas par où commencer. C'est ce que je raconte un peu. Je ne sais pas par où commencer, donc je vais lire des livres, je vais regarder des articles. Donc la réception est plutôt bonne. Après, il y a aussi des gens que ça intéresse absolument pas, gens qui se disent mais pourquoi elle fait ça, celle-là. T'es aussi allé voir des profs qui font ça ailleurs en France. Il y a des professeurs qui font ça. Oui, je me suis intéressée aussi je me suis dit évidemment je n'ai pas inventé l'eau tiède. C'est pas moi qui ai inventé l'éducation à la sexualité, et il y a plein d'autres profs qui en font. Plein. Pas assez, mais il y en a. Et donc, je voulais un peu savoir quel était un peu l'état de l'éducation à la sexualité en France. C'est très dur à trouver. Enfin, c'est tellement dur à trouver qu'en fait, il y a 3 personnes et tout le monde se rend compte, parce qu'en fait, on est 3 à en faire. Non, quasi, j'exagère. Mais donc, en fait, les gens qui ont envie, ils le font. Mais ils passent un peu tous par les mêmes étapes que moi, à savoir, ok, je flippe, ok, la réception des parents, comment ça va se passer, ok, qu'est-ce que je raconte aux enfants, etc. Moi, je pense en tout cas que c'est hyper important de travailler ensemble. Et moi, mon rêve, ce serait que l'éducation à la vie affective et sexuelle soit un projet d'établissement, et en fait où on se réunisse au début de l'année. Alors, ok, on fait quoi en CP ? Ok, toi tu t'occupes de vulve pénis. Ok, moi je fais le consentement, super. Et puis comme ça, tu peux poursuivre avec telle séance. Et qu'on commence au CP, qu'on finisse en CM2, et puis qu'on continue au collège et au lycée si jamais ça se suit. Mais que ce soit vraiment collégial, collectif, et qu'en fait il y a presque une programmation par année de cet enseignement-là, et que ce soit hyper cool, qu'on en parle tous, et qu'en fait les gamins ils en entendent parler en maternelle, et qu'ils continuent d'entendre parler tous les ans, qu'on leur lâche pas la grappe en fait jusqu'en terminale. Et voilà, que ce soit normal, un peu comme en Suède. Voilà, ça c'est mon rêve. Je voulais dire tout d'abord que j'ai été très ému, très touché par cette démarche, et quand j'ai entendu les enfants parler, personnellement ça m'a vraiment pris aux émotions très fortement. Je trouve que ce que vous faites c'est vital, ça fait beaucoup de bien à entendre, et je voulais savoir à quoi est-ce que vous mesurez en fait la réussite ou votre satisfaction par rapport à votre démarche, parce que je pense que ça doit être difficile. Comment vous savez si vous allez dans la bonne direction ? Personnellement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très positif, mais c'est vrai que ça doit être difficile de le savoir objectivement aussi.
Ouais, ça c'est une vraie question. C'est très dur en fait. C'est très dur de savoir si ce qu'on fait ça aide les enfants, si ce qu'on fait ça les fait mieux grandir. Moi, je le constate beaucoup par rapport au conflit. Ça, c'est le truc le plus concret, c'est comment se passent les conflits entre eux, comment ils arrivent à les régler, est-ce qu'ils arrivent à plus trop se taper dessus, à un peu moins s'insulter. Donc ça, c'était la chose qui, pour moi, était la plus concrète, où à la fin de l'année, je me rendais compte que, waouh, tel élève qui passait son temps à taper sur les autres, bah, il faisait plus qu'une fois par semaine. Donc je me disais, waouh, ça a marché pour cet élève-là, en tout cas. Donc ça c'est super. Après tout ce que vous écouterez, j'espère, dans la suite du podcast sur la prévention des violences, sur le fait de protéger les enfants, ça c'est pareil, c'est quasi impossible de mesurer. Donc c'est vraiment des bouteilles à la mer, c'est des petits cailloux qu'on jette en se disant il y en a peut-être qui vont les prendre, qui vont s'en saisir, ça va peut-être leur servir plus tard. Mais c'est très compliqué. Et puis voilà, les enfants, on les connaît, ils vont pas venir vous voir à la fin de l'année. Merci, c'était super ces séances, j'avais jamais fait ça. Je pense que je vais beaucoup mieux grandir grâce à vous. Non, pas du tout. Ils sont hyper ingrats. Je rigole, ils sont adorables, Ils donnent beaucoup d'amour en vrai. Et non, mais ça, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que je pense que c'est aussi lié à ces séances-là, c'est quelle relation j'ai à mes élèves. Et je pense que ça se mesure aussi à ça, c'est quelle relation j'ai à eux, quelle relation ils ont à moi. Et moi, je pense que c'est là que c'est le plus concret, à savoir est-ce qu'ils ont confiance en moi, est-ce que ils ont l'impression qu'ils peuvent me dire des choses, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes et elles-mêmes en classe, est-ce qu'ils sont pas flippés de se faire engueuler et du coup ils bougent pas d'un poil, est-ce qu'ils osent être eux-mêmes, être spontanés, faire des blagues. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que dans notre classe on rigole beaucoup. Enfin on rigolait beaucoup, c'est fini, je les ai plus. On rigolait beaucoup, il y avait beaucoup de blagues, beaucoup de spontanéité, des enfants qui font des blagues, donc c'est très fatigant parce qu'on passe la journée à dire bon allez écoutez-moi, faut qu'on fasse des maths. Mais c'est aussi la preuve qu'ils sont dans un environnement qui, je pense, est sécure et bienveillant, où ils se sentent à l'aise. Et moi, c'est aussi ce qui, moi, me comble. Et je me dis, bon, bah, c'est déjà ça. Peut-être que tout ce que je raconte, ils s'en foutent. Mais en tout cas, la relation qu'on a et ce qui se passe en classe, c'est chouette. Voilà. Moi, je trouve ça super tout ce que vous avez évoqué avec les élèves. Vraiment, c'est vraiment génial. Mais j'avais une question, c'est pourquoi il y a des parents qui s'opposent à évoquer le sujet avec des élèves. Voilà. Mathilde, on avait dit pas cette question. Merci, c'est une très bonne question. Ils sont pas là ce soir, malheureusement, pour nous répondre. Non, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a je pense qu'on est là vraiment avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec l'idée que c'est des sujets qu'une maîtresse doit aborder avec ses élèves. Pour ces gens-là, je pense, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux familles et qui est intime et qui appartient aussi au domaine du religieux, du philosophique, des convictions personnelles, et que les maîtresses et les maîtres ne doivent pas parler de ça avec les enfants. C'est pas leur boulot, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de faire des maths et du français, c'est tout. Et donc je pense qu'ils se sentent déjà, comment dire, ils ont l'impression qu'on fait un peu intrusion chez eux parce qu'on parle à leurs enfants de ces sujets-là. Et ils aimeraient bien fermer la porte, ils aimeraient bien que ce soit vraiment quelque chose qui leur appartienne qu'à eux. Et après, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on puisse dire que 2 garçons sont amoureux ou que 2 filles sont amoureuses, par exemple. Pour eux, on ne devrait pas pouvoir dire ça, c'est pas vraiment normal. Donc, faut pas dire ça aux enfants parce qu'après, ils risquent d'avoir des idées bizarres. Voilà. Est-ce que vous avez eu des parents qui n'étaient juste pas d'accord avec le fait que vous enseignez la sexualité aux élèves? Et dans ce cas-là, comment vous avez géré cette situation-là, si c'était le cas? Non, bizarrement, les gens disent jamais vraiment ça directement. Non, moi je veux pas. Merci, c'est gentil, mais pas mon enfant. Ils le disent pas, ils osent pas, je pense, parce que y a la loi. Et la loi, les gens, ils savent que c'est obligatoire. Donc ils osent pas trop s'opposer. Donc c'est plutôt, ça va plutôt passer par des mails. Bonjour, ma fille me dit des choses bizarres, je doute que ça vienne de vous, mais est-ce que vous pouvez quand même vérifier? Donc ça va être des parents qui vont un peu se renseigner, revenir, remettre un peu en question ce qu'on dit en classe. Mais j'ai jamais eu quelqu'un, après je viens de commencer, oh là, mais j'ai jamais eu de parents qui sont venus me voir, écoutez, c'est super, mais je comprends rien, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez raconter, ça m'intéresse, je veux comprendre, jamais.
En général, les gens ont déjà entendu beaucoup de choses et en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe en Belgique. La Belgique a passé un décret pour rendre obligatoire 3 séances ou 2 séances, je ne sais plus, 3 heures, je crois, en 6e, 3 heures en 4e. Et des gens se sont mobilisés, ont manifesté, ont brûlé des écoles. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais apparemment ils se connaissent. Ont brûlé des écoles pour dire qu'ils n'étaient vraiment pas d'accord avec le fait qu'on fasse ça. Donc on sait un petit peu ce que pensent ces gens. On sait que en fait la sexualité c'est tabou, on n'en parle pas. L'homosexualité boubou. Les transidentités, n'en parlons même pas. Enfin vraiment c'est le sujet crispant. Moi j'ai des parents qui ne sont pas là ce soir, qui m'ont dit j'aimerais que vous ne parliez pas de ce sujet-là à ma fille, elle est trop jeune. Mais jamais on m'a dit est-ce qu'on peut en discuter ? Est-ce qu'on peut en discuter pour se mettre, pour comprendre un peu pourquoi vous parlez de ça à mes enfants ? Je peux comprendre en fait. Je peux tout à fait comprendre que des parents se disent mais pourquoi vous parlez de ça à mon enfant ? D'où ça sort ? Donc moi je suis hyper ouverte, j'ai envie de discuter, mais souvent les parents opposés ne veulent pas discuter. Ils ferment la porte quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci Naomi, bravo pour ce travail, bravo Lolita, bravo les enfants. Bravo Edith, bravo Arthur. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Cet épisode bonus a été enregistré à l'occasion du festival du film féministe organisé par la Ville des Lilas dans le 93. Un grand merci à Madeleine Da Silva, la maire adjointe à l'égalité et à la lutte contre les violences de la Ville des Lilas, à Hélène Daniel, chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations à la Ville des Lilas, à Jeanne Bess, chargée de communication et des relations publiques du théâtre du Garde-Chasse aux Lilas où on a enregistré cette conversation. Merci aussi à Binge Audio qui a produit cette série documentaire et à Lise Niederkorn qui a organisé cet événement avec la complicité de Jeanne Longhini, à Paul Berciot pour la prise de son, Naomi Titi pour la production, l'édition, le montage et à Quentin Bresson pour la réalisation et le mixage. Continuez de faire circuler cette série à vos proches, professeurs des écoles ou pas, parents d'élèves, pas parents d'élèves, à tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt.